pense qu'il faut éviter d'implémenter des fonctionnalités de l'OS. Ce qui est le personal branding. Et donc, les développeurs, de plus en plus, ont tendance à se mettre un petit peu en avant et à se faire connaître. Aujourd'hui, si on donne accès aux contacts à une application, l'application a accès à tous les contacts et peut récupérer tous les contacts, tous les numéros et absolument tout. Bonjour à tous, je suis Jérémy Clévy, DG de TechRox. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 3 de nos podcasts. Il y a un podcast aujourd'hui qui est consacré à l'environnement mobile et particulièrement à iOS. Et pour ça, je vais accueillir deux spécialistes, Jérôme Alves et Greg L'Hôtelier. Bonjour tous les deux. Salut. Bonjour, salut. Alors, qui êtes-vous? Présentation express. On commence par Greg et puis après Jérôme. Vas-y Greg. Salut tout le monde, donc moi c'est Greg L'Hôtelier. J'étais développeur iOS pendant 10 ans dans des startups à Paris et à New York. Et il y a un peu plus de 2 ans de ça, j'ai monté une boîte qui s'appelle Swift Jobs, dans laquelle je fais principalement du recrutement et de la formation pour les développeurs iOS. Accessoirement, je suis aussi un champion de l'immersion d'Apple Watch dans la bière. C'est-à-dire? Ah bah c'est montrer que l'Apple Watch elle résiste aussi bien à l'eau qu'à la bière. D'accord, ok. Donc tu ruines toutes tes Apple Watch en les mettant dans la bière. Exactement, C'est bien. ça plaît beaucoup. C'est bien. Et Jérôme, qui es-tu? Alors, je m'appelle Jérôme Alves, je suis développeur iOS depuis plus de 10 ans. Je suis actuellement chez Datadog où je travaille sur l'application iOS. Et sinon, moi j'adore filmer Greg en train de tremper sa montre dans la bière. Ça fait toujours de très bonnes vidéos et de bons souvenirs. Ça fait des millions de vues sur TikTok. Bah, Alors, pas loin. c'est ça. Je précise qu'évidemment que les points de vue que vous allez développer sont les vôtres, et pas ceux nécessairement de vos sociétés respectives, quand bien même, Greg, c'est ta société à toi. Oui, en l'occurrence. On va démarrer par un format qu'on tente là sur ce podcast. C'est un format pour ou contre en mode blitz. Donc je vais vous dire quelque chose, vous allez me dire si vous êtes pour ou si vous êtes contre, et puis vous avez le droit de me donner un argument en une phrase. Alors, tiens, on commence par Greg. Pour ou contre macOS sur les iPads? Alors, probablement pour, peut-être pas dans le sens vraiment macOS sur l'iPad, mais certainement sur, on va dire une convergence des OS entre la partie desktop et la partie mobile. C'est quelque chose sur lequel Apple nous donne déjà des pistes et des billes depuis des années sans vraiment franchir le cap, mais qui potentiellement pourrait arriver bientôt. Et ton côté, Jérôme, pour ou contre donc le nouvel, un macOS sur les iPads? Alors, je suis à peu près du même avis que Greg, mais dans un futur plus proche, j'aimerais beaucoup un Xcode sur iPad qui permettrait d'utiliser l'iPad aussi pour coder autre que dans des playgrounds. Et ça serait vraiment bien. Et je sais qu'on est beaucoup à attendre une annonce en ce sens pour la prochaine WWDC. On attend ça avec impatience, effectivement, ça sera au mois de juin. Pour ou contre une voiture Apple pilotée avec iOS, Jérôme? Alors, piloter avec iOS, je sais pas. Par contre, plus d'intégration d'iOS dans les voitures, ça c'est bien. J'ai du mal à concevoir ce que serait une voiture Apple, dans le sens révolutionnaire de ce que pourrait apporter Apple. Donc oui, j'adorerais voir ça. Après, je sais pas à quoi ça peut ressembler. Et de ton côté, Greg? Alors je suis un peu plus mitigé sur le sujet parce qu'il y a déjà CarPlay qui est déjà disponible et qui donne déjà un peu un aperçu de ce que ça pourrait être sur une version juste logicielle, et des différents essais que j'en ai fait jusqu'à maintenant, je suis pas hyper convaincu encore, donc à voir. Et puis évidemment il y a toute la question du hardware faire vraiment une voiture, je pense que c'est pas si simple que ça, donc à suivre. Une voiture avec une belle coque en alu, ça serait chouette, ouais, effectivement. Et une grosse pomme dessus. Exactement. Bon, alors on prend un peu plus de temps maintenant pour les questions suivantes. Voilà, la première en fait que j'ai à l'esprit, c'est que iOS 14 est disponible depuis 9 mois environ. Donc c'est le temps d'une gestation. Avec le recul, c'est quoi l'évolution majeure de iOS 14 par rapport aux OS précédents? Alors il y a un gros move qui a été fait, un gros travail qui a été fait au niveau du Springboard en iOS 14. Donc le Springboard sur iOS, c'est vraiment l'écran de base une fois qu'on a déverrouillé le téléphone, là où on retrouve toutes nos applications. Et donc il y a 2 grosses nouveautés cette année. Il y a l'app Library qui permet de regrouper un peu automagiquement, on va dire, les différentes applications, parce que c'est vrai que depuis des années qu'on utilise des smartphones avec des App Store, on a de plus en plus d'apps et c'est souvent un peu le bazar de s'y retrouver. Donc ça permet de faire un petit peu de tri un peu plus facilement. Et puis iOS 14, c'est aussi l'arrivée des widgets qui sont donc des moyens d'avoir une information un peu plus détaillée sans avoir à rentrer directement
ou à lancer directement une application. Donc il y a un gros move qui a été fait de ce côté-là. Et puis iOS 14, c'est une version un peu particulière d'iOS aussi parce qu'il y a une version intermédiaire qui a été releasée très récemment, qui est iOS 14.5, avec un très gros parti pris d'Apple sur ce qui s'appelle l'App Tracking Transparency, et qui est en fait une techno qui oblige les développeurs d'applications à indiquer à leurs utilisateurs comment leurs données vont être partagées. Donc ça, c'est quelque chose qui fait pas mal de bruit dans l'écosystème depuis quelques semaines. Ouais, et on ne peut pas dire Mark Zuckerberg likes this. Non, je Très ne clairement. pense pas. Non, je ne pense pas. De ton côté, Jérôme, est-ce que toi, tu vois aussi d'autres évolutions très grosses sur iOS 14 avec le recul Non, maintenant? j'allais dire à peu près la même chose que Greg, et ça va même d'un point de vue développeur, ce sont les deux nouveautés aussi qui sont assez impactantes pour la dernière version. Donc l'app tracking, évidemment, parce qu'il faut revoir tout notre code pour voir ce qu'on traque et enlever ce qui est superflu, demander l'autorisation et le consentement de l'utilisateur pour ce dont on a vraiment besoin, qu'on estime avoir besoin. Et pour les widgets, la grosse nouveauté, c'est aussi que c'est la première API Apple qui est SwiftUI only. Donc, on est obligé de passer par SwiftUI pour développer des widgets. Donc là, c'était aussi un gros changement par rapport aux années précédentes. Pour tout ce qui est data privacy, Jérôme, toi, tu as dû passer, et toi ou tes équipes, beaucoup de temps à recoder. Ça a pris combien de temps justement par rapport à la version 14.5? Alors, pour Datadog, on n'a rien eu à faire puisqu'en fait, on n'utilise pas de données à usage marketing ou ce genre de choses. C'est des analytics purement fonctionnels, et en plus de ça, elles sont stockées sur Datadog, qui est donc du coup la même société. Donc, il y a pas eu de soucis particuliers à faire à gérer de ce côté-là. Et de ton côté, Greg, soit toi ou tes clients ou les développeurs avec qui tu travailles, ça leur a coûté cher en temps homme cette version intermédiaire? Oui, 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 c'est quelque chose qui devait être préparé un peu en amont, qui a un peu pris les gens par surprise aussi, hein, parce j'ai eu des échos de boîtes qui s'y étaient peu ou pas préparées, parce qu'en plus souvent ce genre de sujet-là, c'est des sujets qui sont un peu transverses entre les parties marketing et techniques, parce que c'est plutôt côté marketing qu'on va décider les services qu'on utilise, qui ont besoin de faire du tracking ou pas, et donc faire un peu le tri dans ce qu'on va essayer de garder ou pas. Et c'est vrai que ouais, j'ai pu assister dans quelques cas où la communication n'avait pas été super claire entre le market et la tech, et où du coup il y avait des petits pieds qui s'étaient pris dans le tapis, on va dire, à la release justement de cette nouvelle version. Donc ça fait partie des sujets sur lesquels il faut être assez carré, pour lesquels il faut qu'il y ait une bonne communication, non pas uniquement au niveau de la tech, parce qu'en soi techniquement c'est pas très compliqué à mettre en place, mais c'est plus une réflexion globale, on va dire, sur l'application et sur ce qu'elle va faire, et aussi avec beaucoup évidemment d'impact sur tout ce qui est les dépendances, c'est-à-dire toutes les librairies tierces qui sont très utilisées dans le monde du mobile pour différentes formes d'analytics, de tracking, etc. Il faut être au courant de ce que font ces librairies-là, parce qu'après, indirectement, c'est ce que va faire notre application aussi, qui va être impactée par ces décisions-là. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel il fallait être assez attentif. Et bon, j'ai l'impression que c'est pas un drame non plus, mais il y a eu des petits accros au lancement, on va dire. Alors ça, c'est pour iOS 14. Maintenant, on attend avec impatience, on l'a dit tout à l'heure, iOS 15, donc normalement disponible en juin. À quoi peut-on s'attendre? Alors pour le moment, il y a assez peu de leaks, à vrai dire. Il y en a même très peu. Ce qu'on sait à peu près, c'est que si on suit un peu le cycle de release habituel d'Apple, c'est qu'on devrait commencer à avoir des versions bêta qui seraient disponibles, généralement en parallèle de la WWDC, donc la Worldwide Developer Conference, la conférence annuelle d'Apple qui se tient au mois de juin. Donc on pourra commencer à ce moment-là à mettre les mains directement dessus. Et puis pendant cette semaine de conférence, on va aussi avoir des explications un peu plus détaillées sur ce que va apporter cette nouvelle version. Généralement, la version est disponible en même temps que les nouveaux iPhones. Ça, c'est plutôt à la rentrée, autour du mois de septembre, octobre, dans ces eaux-là. Donc, du coup, iOS 15 devrait être dispo avec l'iPhone 13, normalement courant septembre. Et dans les quelques éléments qu'on a pu voir, on a vu éventuellement qu'il y aura peut-être certains iPhones qui seraient plus supportés. Je pense en particulier au 6. Donc les 6, 6S, le premier iPhone SE, qui sera probablement plus supporté pour cette version-là, donc qui démarrait sur les iPhone 7. À part ça, à part des suppositions, j'ai pas vu passer grand-chose, à vrai dire, encore. Et de ton côté, Jérôme, tu as eu des indiscrétions? Tim Cook t'a-t-il appelé pour te dire ce qui allait se passer? Alors non, désolé de vous décevoir. Très très déçu. Par contre, je pense qu'on peut imaginer davantage de contraintes toujours sur ces questions de
privacy et de sécurité. Je pense notamment à une modification qui a été faite dans iOS 14 sur les photos, où maintenant on peut restreindre la bibliothèque photo visible par les applications. Donc en fait, on peut donner accès à la bibliothèque, mais on peut choisir les photos de cette bibliothèque qui seront visibles des applications. Et j'imagine qu'il pourrait étendre ce système sur d'autres API, notamment les contacts, puisqu'aujourd'hui, si on donne les contacts, accès aux contacts à une application, l'application a accès à tous les contacts et peut récupérer tous les contacts, tous les numéros et absolument tout. Alors, il y a déjà une API qui existe pour récupérer qu'un seul contact, mais voilà, souvent les entreprises et les sociétés préfèrent récupérer tous les contacts. Et c'était le cas par exemple de Clubhouse qui est sorti en France il y a quelques mois. D'ailleurs, ils ont changé depuis. Mais j'imagine voilà une API qui permettrait de choisir voilà les contacts visibles uniquement par l'application. Donc voilà, je vois un accent encore mis là-dessus, mais après dans quelle mesure, je sais pas s'ils vont faire ça sur toutes les API, mais j'imagine qu'ils vont encore pousser là-dessus puisque c'est clairement devenu un de leurs arguments marketing numéro 1. Et il n'y a pas eu une release depuis iOS 10, je pense, où il n'y a pas eu des grosses nouveautés sur la question de la privacy. Après, je pense qu'il y aura aussi une nouvelle version d'AirKit et ce genre de choses, toutes les technologies qui mettent en place depuis quelques années, ils les font évoluer. Donc, je pense que on verra encore de belles nouveautés sur AirKit intégrées dans iOS. Ouais. D'accord, on attend donc la WWDCC. Non, attends, j'en oublie un là. Non, il y en a un trop. C'est ça. Il y a deux W, il y a un D, il y a un C. Exactement, voilà. Et dub pour les intimes. C'est ça. Donc, ça sera le 3 juin si ma mémoire est bonne. Du 7 au 11. Mais c'est exactement ce que j'ai dit. Tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, je me permets de dire que justement, cette fonctionnalité de choix de bout de librairie de photos, c'est totalement incompréhensible pour l'utilisateur. Franchement, du coup, on sait pas retourner en arrière, finalement rechoisir d'autres photos. C'est pas très très bien fait. Va falloir qu'il s'améliore, je pense, là-dessus. Alors, je pense que c'est aussi en partie de la façon dont c'est implémenté par les applications. Ouais. J'ai vu des applications très bien l'implémenter de façon assez élégante. Et en fait, c'est surtout que certaines applications poussent, en fait, c'est un peu du dark pattern. Ils rendent l'expérience volontairement un peu désagréable pour qu'on finisse par être lassé et donner accès à toute la. Oui, c'est bon, allez, dire oui, ok. Je pense parce qu'il y a d'autres applications où en fait, quand l'accès est restreint, du coup, ils font un fallback sur l'API qui permet de récupérer une photo à la fois. Ouais. Et du coup, ça, c'est très pratique. À chaque fois, ça ouvre la photo, ça demande aucune permission. Ça ouvre la bibliothèque. On choisit la photo qu'on veut ajouter à l'application, qu'on veut partager ou qu'on veut éditer dans une application d'édition de photos. Et voilà. Et du coup, on utilise que cette photo-là. Mais non, par exemple, c'est le cas d'un Slack. D'un Slack, à chaque fois, il redemande l'accès. Est-ce que vous voulez rajouter des photos? C'est ça, ouais. Donc toi, alors qu'il pourrait très bien juste, voilà, l'accès il est restreint. Ok, très bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste proposer un picker qui permet de sélectionner une photo à partager et c'est tout. Quoi. Donc techniquement, c'est possible, mais j'ai l'impression que c'est un peu, soit ils savent pas faire, soit c'est du dark pattern pour. Tu veux dire que c'est raté exprès en fait? Je vais accuser personne, mais je pense qu'on peut faire mieux si on a envie de faire mieux. Alors bah tiens justement, Jérôme, toi en tant que professionnel du téléphone, mais aussi utilisateur, parce que t'es les deux à la fois. C'est quoi ton app préférée et puis surtout pourquoi tu adores cette app? Alors moi, une app que j'adore, c'est tout simplement Tweetbot, donc l'application Twitter de la société Tapbots que j'utilise depuis. En fait, j'ai regardé, c'est un peu l'application la plus vieille que j'utilise encore quotidiennement. Donc voilà, elle est belle, elle est élégante, elle fonctionne bien, elle est performante. Elle supporte les dernières fonctionnalités de l'OS à chaque release. C'est une super application. Et le piqueur de photos est bien implémenté. D'accord, bah je regarderai avec grand plaisir, ouais. Et de ton côté, Greg, c'est quoi ton app préférée? Alors, je sais pas si j'ai une app préférée en particulier. Ah si, t'es obligé. Alors, il y en a une peut-être sur laquelle je voudrais revenir en particulier, puis je pense que c'est tout à fait d'actualité et vous allez voir pourquoi. C'est l'application Tous Anti-Covid. Parce qu'évidemment on est en plein dedans encore, même si on espère bientôt pouvoir s'en sortir. Mais j'avoue que j'ai été assez déçu, assez perturbé de l'accueil que l'application a reçu à sa première sortie.
avec un espèce d'acharnement et déferlement médiatique sur son fonctionnement et en particulier sur des problématiques de soi-disant non-respect de la privacy. Et alors évidemment, le respect de la vie privée, c'est quelque chose de très important, mais manipuler ces arguments-là à tort et à travers pour monter ou démonter des projets comme ça, je trouve ça assez dommageable. D'autant qu'en partie cette application-là est développée par une petite boîte française qui fait ça très bien. Donc voilà, je profiterai de cette question-là plutôt pour leur apporter mon support plutôt que voilà, en tant que réponse quoi. Alors, moi, il y a un truc justement, comment est-ce qu'on gère la temporalité Apple, c'est-à-dire en fait le rythme des mises à jour par rapport à votre roadmap à vous? C'est quoi les astuces pour bien fonctionner? Ah bah ça, je pense que c'est quelque chose qui est inscrit dans l'ADN des développeurs iOS, hein, parce que on a cette temporalité qui est très marquée dans cet écosystème et qui est dont le chef d'orchestre, on va dire que c'est cette fameuse WWDC du mois de juin, qui est un peu la grande messe d'Apple pendant laquelle on va avoir toutes les annonces qui vont être faites et où on va nous expliquer un petit peu toutes les nouveautés qui vont arriver. Et donc on est habitué quand on développe dans cet écosystème à avoir cette période qui court du mois de juin au mois de septembre, qui correspond à l'arrivée des premières bêtas, alors à la fois évidemment des nouveaux OS, hein, donc d'iOS, de macOS, etc., mais aussi à l'arrivée en septembre des nouveaux devices. Et donc c'est vraiment toute une période qui pour nous est très marquée sur il y a une attention particulière qui est portée à ce moment-là, à la fois évidemment pour assurer la continuité de ce qu'on faisait dans l'application et pour que tout se passe bien avec les nouvelles versions d'OS, les nouveaux devices, etc. Et puis aussi pour commencer évidemment à réfléchir aux possibilités que toutes ces nouveautés apportent. Donc on a cette temporalité qui est très marquée et qui en fait, même les gens qui bossent dans le produit autour des applications iOS sont aussi très calés sur ce rythme-là. Et donc du coup, je pense que après quelques années d'exercice dans l'écosystème, tous les développeurs et tous les gens qui bossent de près ou de loin avec cet écosystème-là ont ce rythme en eux, et donc du coup les réflexions sont généralement quand même pas mal articulées autour de ces dates clés pour nous, quoi. Ouais, c'est Ouais. complètement ça, en fait. Après, tu demandais des petites astuces ou des petites contraintes. Moi, je pense qu'il faut allez, 2-3 mois avant la WWDC, je pense qu'il faut éviter d'implémenter des fonctionnalités de l'OS. Donc, par exemple, supporter certains types de fonctionnalités du système en lui-même, parce que c'est sujet à changement ou à évolution ou à remplacement. Donc, par exemple, c'était le cas des widgets l'an dernier. L'ancien système de widgets a complètement été remplacé par le nouveau système de widgets. Donc, si on avait commencé le développement de widgets avec l'ancien mode au mois de mai, forcément, au mois de juin, c'est devenu obsolète. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, je pense que quelques mois avant la WWDC, pas 6 mois non plus, mais 2-3 mois avant, faut ralentir un peu sur le rythme des fonctionnalités OS. Et après, c'est ce que Greg disait, une fois que la WWDC est là, on a accès au bêta et on peut se mettre à jour sur une nouvelle technologie pour supporter la release finale au mois de septembre et les nouveaux devices. C'est quelque chose qui a de bien un peu avec Apple, c'est que souvent ils introduisent des API qui vont permettre de supporter les futures fonctionnalités des futurs devices, mais sans qu'on le sache trop. Par exemple, un exemple le plus connu, c'est l'introduction d'Auto Layout, donc une librairie qui permet de définir le layout des applications avec des contraintes. Ça a été introduit à la WWDC juste avant l'introduction des iPhone 6, il me semble, qui avaient du coup l'écran plus grand. Donc ça permettait d'avoir de la flexibilité dans le layout juste avant que le device en question sorte. Et je pense que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec AirKit, sauf que là, ils préparent le terrain longtemps à l'avance, où ça fait 2-3 ans qu'ils nous sortent AirKit sur iPhone, mais à mon avis, c'est pour préparer un appareil dédié à la réalité augmentée. Quelque chose qui se pose sur le nez avec des branches qui pourraient se mettre sur les oreilles, par exemple. Et avec deux vitres, peut-être devant les Peut-être, yeux pour. peut-être. Ouais. Ça Et, pourrait beaucoup, être pas mal du tout. et beaucoup d'accessoires, dont des accessoires Hermès, évidemment, parce que sinon, c'est pas drôle. Et oui, mais il faut savoir penser marge quand tu fais un business. Alors tiens, tu parlais, Jérôme, de nouvelles technologies. Il y en a une, entre guillemets, nouvelle, hein, qui est Swift UI, utilisée donc là exclusivement pour les widgets. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi le changement en fait avec cet outil? Alors, le changement que ça apporte, c'est donc SwiftUI, pour ceux qui ne savent pas, c'est une façon
de définir des interfaces de façon déclarative. Donc en gros, plutôt que comment dire, plutôt que de coder l'interface, de dire voilà, là il faut ajouter un bouton, là il y a une marge à cet endroit-là. Quand je clique ici, ça fait ça. En fait, on va plutôt déclarer comment l'interface est construite et le système se charge de réellement construire l'interface. Et en fait, ça permet d'être beaucoup plus rapide dans la réalisation d'interface. Moi, je m'en sers beaucoup pour faire des prototypes parce que c'est très, très rapide de mettre en place un layout. Pour le moment, c'est encore un peu limité dans tout ce qui est personnalisation. Donc, dès qu'on veut faire quelque chose qui n'est pas tel que prévu par Apple, ce que fait Apple dans ses propres applications, la plupart du temps, ça devient un peu compliqué. Il y a les points de customisation sont assez faibles pour l'instant, mais on peut quand même faire des choses assez poussées. Les widgets en sont un exemple, mais on peut déjà faire. Il y a déjà des applications complètes qui sont entièrement SwiftUI, et moi je trouve que ça ça rend le développement beaucoup plus rapide. Et un des aspects qui est bien aussi, c'est que ça se rapproche des patterns qui sont utilisés sur React Native, Flutter et Jetpack Compose sur Android. Du coup, c'est toute une nouvelle génération de framework UI qui fonctionne un peu de la même façon. Et du coup, ça permet un peu de passer d'un système à l'autre un peu plus facilement qu'auparavant. Intéressant. Greg, tu as quelque chose à ajouter par rapport à ça? Ouais, bah, c'est un sujet qui est vraiment passionnant et Donc qui est, on et rappelle qui que est ta boîte s'appelle Swift, hein, déjà. ouais, bah, oui. Puis alors j'organise accessoirement des formations en SwiftUI, donc c'est évidemment un sujet que je suis de très près parce que il y a il y a beaucoup d'implications dans ce sujet-là. Ce que disait Jérôme à l'instant sur le fait que ça se rapproche de d'autres manières de bosser, d'autres écosystèmes tech, c'est quelque chose qui est vraiment central et crucial, hein, parce que, il y a toujours une barrière à l'entrée du dev mobile natif, en particulier côté iOS, parce que les UIKit qu'on utilisait, enfin qu'on utilise encore jusqu'à maintenant, et un mode de fonctionnement qui est quand même assez différent, c'est un framework qui était basé sur l'Objective-C aussi, donc sur un langage qui était plus ancien aussi. Donc du coup, la barrière à l'entrée était plus grande. Là où maintenant SwiftUI, qui est lui basé sur le langage Swift qu'Apple a release en 2014, permet d'onboarder plus facilement des nouveaux développeurs. Et on sait très bien aujourd'hui que les développeurs sur une plateforme, c'est clairement une force, parce que ce qui fait qu'on achète des devices, c'est les applications qu'il y a dessus, et pour avoir des applications, il faut des développeurs. Donc si on permet de donner des outils qui à la fois facilitent le développement, comme le disait Jérôme, ça va plus vite effectivement de développer en SwiftUI l'équivalent de ce qu'on faisait avant en UIKit. Mais si en plus ça permet de s'ouvrir à une population plus large, il y a des vrais enjeux qui sont très forts là-dessus. Après, en termes de timing, il y a aussi un truc qui est assez intéressant qu'on est en train de vivre là par rapport à ça. On évoquait tout à l'heure la WWDC, la fameuse DubDub, et donc l'arrivée prochaine d'iOS 15 qui devrait être courant septembre, enfin à peu près à ce niveau-là. Et ce qu'iOS 15 va changer là-dedans aussi, c'est que SwiftUI, c'est une technologie qui n'est disponible qu'à partir d'iOS 13. Et il existe beaucoup d'applications ou de sociétés qui ont des applications qui généralement assurent de la rétrocompatibilité, souvent de deux versions. Donc là, on en a iOS 14 en ce moment. Beaucoup d'applications continuent à faire du support d'iOS 13 et d'iOS 12. Donc pour eux, c'était pas possible jusqu'à maintenant enfin pour eux aujourd'hui, c'est pas possible de faire du SwiftUI. À partir de septembre, arrivée d'iOS 15, toutes ces boîtes-là vont pouvoir drop le support d'iOS 12 et donc supporter iOS 13 minimum sur lequel SwiftUI arrive. Donc là, on va avoir un afflux, ça commence déjà, hein, c'est-à-dire que SwiftUI a été annoncé à la DubDub de 2019, donc il y a toujours un peu cette première année où c'est vraiment les 13 early stage adopters qui se mettent dessus et qui testent et qui se prennent un peu les premières limitations, qui essuient un peu les plâtres. Il y a eu des belles évolutions de SwiftUI à l'été dernier, donc à la DubDub de l'année dernière. Et là, on va arriver un petit peu à la DubDub de la maturité. Donc le framework commence à être utilisé, commence à être stable, enfin vraiment. Et donc du coup, en plus, avec cette arrivée d'iOS 15 qui va permettre de plus en plus de devs de s'y mettre, c'est vraiment clairement le tournant de l'usage de cette techno. Alors bah, du coup, ça m'amène un petit peu à la dernière question de ce podcast. À l'un et à l'autre, quelles sont vos inspirations pour progresser dans cette branche de l'industrie informatique au sens très large? Alors, moi, en fait, je consulte beaucoup Twitter, donc avec Tweetbot, où je suis beaucoup de développeurs iOS, Apple,
Donc il y a des très connus comme John Sundell qui produisent beaucoup de contenu très intéressant, ainsi que Paul Hudson qui est à jour de toutes les dernières nouveautés. Je suis également beaucoup évidemment la documentation d'Apple, puisque mine de rien, ça reste la première source d'information quand quelque chose sort de nouveau. Je suis aussi beaucoup friand des vidéos de Objective-C.io qui s'appelle les Swift Talk maintenant. Donc c'est des vidéos sur le développement Swift et dernièrement un peu plus SwiftUI, donc qui sont très bien. Et aussi Pointfree.co, donc pointfree.co, qui pareil c'est des vidéos un peu plus orientées functional programming, où on apprend énormément de choses sur certains patterns. Donc moi j'aime beaucoup ces vidéos-là. Ouais, puis alors ça, ouais, c'est clairement des super. Je pense que Jérôme a cité vraiment les principales, mais ce qui est super dans cet écosystème, c'est qu'il y a enfin, c'est vraiment un écosystème de passionnés, et du coup, il y a beaucoup de développeurs qui passent quand même pas mal de temps à partager, vraiment à creuser leur techno, leur framework, etc., et à partager ce qu'ils ont trouvé. Et c'est vrai que ça va aussi avec une mouvance un peu plus de fond, et qui là pour le coup n'est pas propre à l'iOS, mais plus au monde du développement de manière générale, où on assiste un peu à tout ce qui est le personal branding. Et donc, les développeurs, de plus en plus, ont tendance à se mettre un petit peu en avant et à se faire connaître à travers de la rédaction d'articles, à travers des podcasts, à travers des réseaux sociaux, à travers de l'événementiel, des talks, etc., etc. Et ça, c'est un mouvement de fond un petit peu qu'on observe énormément dans l'écosystème iOS, et qui est vraiment, enfin, que moi j'adore, parce que c'est un très très bon moyen à la fois de se tenir évidemment informé de tout ce qui se fait, des best practices, des nouveautés, etc., mais aussi de connaître et de mieux connaître les gens qui font ce métier-là, parce que c'est une super techno, mais ce qui est encore mieux, c'est les gens qui bossent là-dessus. C'est ça qui est hyper intéressant. Donc ouais, beaucoup de développeurs à suivre, et beaucoup de gens qui publient beaucoup de contenu, souvent très qualitatif. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup quand je rencontre des développeurs iOS junior ou aspirants développeurs iOS, de leur dire vraiment de s'imprégner vraiment de la communauté, de se renseigner, de parler aux gens, de participer aux événements, d'écouter ce qui se passe, de lire. Et c'est vraiment comme ça, je trouve, qu'on progresse aussi. Ok, bah c'est une super conclusion, je trouve, pour ce podcast. Restez aware et imprégnez-vous de la communauté. Chers auditeurs, n'hésitez pas à nous donner vos feedbacks sur le site tech.rocks ou sur les différents réseaux sociaux. Une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite est la meilleure bonne action que vous pourrez faire aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette saison 3 de nos podcasts. Merci beaucoup Jérôme Alves et merci beaucoup Greg Lotelier. Merci Jérémy. Merci. Et au revoir et à bientôt. Salut, à la prochaine. Bye.